Mamadou Lamine Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou Ibrakan, bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. On attaque la matière. Tout à fait. Le reportage de la chaîne de télévision britannique BBC continue de soulever des vagues au Sénégal quant à la gestion des contrats pétroliers. On vous a vu en bonne place dans le documentaire commentant les révélations mettant en cause plusieurs acteurs, Aliou Sall, Franck Timis, l'État sénégalais, les compagnies pétrolières BP et Cosmos Energy. Comment, en guise de témoignage, avez-vous été amené à participer à ce documentaire? C'est très simple. Vous avez omis de dire aux Sénégalais que je suis un ingénieur de l'école des mines de Paris, avant d'être économiste. J'ai fait l'école polytechnique de Paris, j'y suis rentré en 1980 et je suis sorti de là en 82 et j'ai fait ma spécialisation dans les mines, à l'école des mines de Paris. Très bien. Et donc, j'ai quand même autorité au Sénégal à parler de ça. Il faut que ce soit très clair. Je ne suis pas un petit géologue comme Macky Sall. J'ai fait l'école des mines de Paris. J'ai le même cursus que Jacques Attali. Il faut qu'on me respecte dans ce pays-là. Ensuite, j'ai écrit depuis 3 ans, 152 ou 153, qu'est-ce qui, où j'aborde la question des ressources naturelles, la question du pétrole, du gaz, de Franck Timis. Mamadou Ibrakan, je suis quand même le président du réseau parlementaire pour la bonne gouvernance des ressources minérales de l'Afrique de l'Ouest. Macky Sall, un petit géologue. Absolument. Qui a été directeur général de Petrosen. Vous savez, ici, les directeurs généraux les nomment n'importe comment. Okay. Aux assises nationales, oui. On avait préconisé qu'il y ait des appels d'offres publics pour ces postes-là. Donc être directeur général ou être ministre ici, ça ne veut absolument rien dire. Le documentaire. J'en reviens. Je peux vous dire que c'est tout à fait légitime et normal que si BBC vient ici au Sénégal, que BBC me consulte, me demande mon opinion. Et c'est ce qui a été fait, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas allé en Angleterre pour démarcher BBC. C'est ridicule. C'est tout à fait ridicule. Je suis chez moi, comme beaucoup de journalistes qui viennent me voir, ils sont venus, eh bien, ils m'ont interviewé. Alors, je suis choqué, I'm shocked. Vous vous êtes exprimé en anglais dans ce documentaire, commentaire à la vue des documents que la journaliste vous a présentés devant la caméra. Qu'est-ce qui vous a choqué? Plusieurs choses. Je pense d'abord, quand j'ai dit ça, c'était lorsqu'ils m'ont présenté le document, l'accord pour les royalties. Quand même, tout de suite, je me suis mis à réfléchir, je sais calculer. Je sais à peu près comment on calcule la rente gazière. Et dans ma tête, est-ce que c'est vraisemblable? Évidemment. Puisque nous-mêmes, et vous le savez, nous avions travaillé sur ça quand on était à Manko-Ouattara au Sénégal. On avait fait une conférence de presse pour annoncer notre marche du 14 octobre 2016. Et j'avais moi-même présenté ce mémorandum où on estimait nos pertes à 600 milliards, à peu près à 1 milliard de dollars. C'était ça. 10, c'est inacceptable. C'est inacceptable, et d'autant plus que moi-même, j'ai été à la restitution de l'étude sur les flux financiers illicites que le président Mbeki avait dirigé et qui dit qu'en Afrique, il y a à peu près 20 milliards de dollars qui quittent l'Afrique tous les ans et c'est dû aux accords secrets entre les compagnies pétrolières, les compagnies minières et nos chefs politiques. Et pour moi, c'était l'exemple typique de ce dont parlait le président Mbeki. On parle des bateaux fantômes, par exemple, également qui existent en Afrique centrale. Et voilà, tout cela m'a choqué. Je me suis dit tout de suite, c'est inacceptable. Et on est en train de piller le Sénégal et on a besoin de cet argent-là. Il y a le documentaire, il y a la justice, puisqu'une information judiciaire a été ouverte. Êtes-vous prêt à être entendu? Oui, disons que je ne sais pas pourquoi vous parlez d'information judiciaire. Hein, parce que cette affaire-là, on ne sait pas ce que c'est. C'est ce que le procureur a dit. Écoute, moi, on va parler de renseignement judiciaire. C'est un appel à témoins. On n'a jamais connu ça ici au Sénégal. À mon avis, ce qu'on connaît, c'est l'enquête préliminaire. Il aurait pu le faire. Il aurait dû convoquer tout de suite Aliou Sall, Franck Timis. Et d'abord, il avait lui-même été contacté. Abdoul Mbaye, le Premier ministre, lui a écrit pour lui demander d'ouvrir une enquête. Il n'a jamais voulu faire ça. On a appris récemment même que la présidente de l'OFNAC lui avait transmis un rapport sur Petrotim. Donc, il y a un jeu.
qui est là depuis très longtemps par le régime de Macky Sall. Et nous sommes en train de voir au niveau de notre congrès de la Renaissance démocratique comment nous allons réagir. Abdoul Mbaye est parti mercredi dernier. Eh bien, voilà, nous sommes en train d'examiner nos stratégies. Vous êtes prêt à y répondre? Oui, bien sûr, mais je suis un député quand même. Il faut respecter la loi, moi je ne m'amuse pas avec ça. Les auditeurs, à travers la page Facebook, ont eu à vous interpeller en disant on a beaucoup entendu M. Mamadou Lamine Diallo sur cette question. Quelles sont ces preuves? C'est très simple. Très simple. Le 16 juin 2012, Macky Sall signe un décret. C'est vérifiable. Ou deux décrets, pardon, où il donne le bloc de Saint-Louis à Petrotim, où il donne le bloc de Kayar à Petrotim. Or ça, c'est illégal. Pourquoi? Parce que Petrotim n'a pas les capacités financières, n'a pas les capacités techniques pour faire le job. Et ça, c'est très clair, c'est dans l'article 8 du Code pétrolier. Tous les Sénégalais peuvent le vérifier, tout le monde. Alors, ensuite, ce qui est plus grave, c'est que pour justifier ça, Ali Ngouille Ndiaye, dans son rapport de présentation, invente la société PetroAsia pour dire qu'en fait, Petrotim n'a peut-être pas les capacités financières et techniques, mais PetroAsia, qui est la société mère, est un groupe d'investisseurs puissants ayant les capacités techniques et financières et une expérience avérée. Et ça, c'est radicalement faux. C'est inacceptable. PetroAsia est créé le 6 mars 2012. Après, Petrotim créé le 19 janvier 2012. Si ça, c'est pas une preuve, c'est quoi une preuve? C'est la preuve par A plus B que cette affaire-là est illégale, que Macky Sall donc, a violé la loi, mais il l'a fait également de manière délibérée. Ce dossier est quand même à cheval entre deux régimes. Oui. Le régime du président Abdoulaye Wade et celui du président Macky Sall. Oui. Le contrat a été signé sous le régime du président Wade, signé par le chinois Wang, par Ibrahima Mbodj, DG de Petrosen, par le ministre d'État, ministre de l'énergie Karim Wade, mais aussi approuvé par le président Abdoulaye Wade. Vous n'en parlez pas assez. Parce qu'en réalité, oui, aujourd'hui, ce n'est pas là le fond du problème. Puisque nous, moi je suis bien placé, mais j'étais contre Abdoulaye Wade. Nous avons tout fait pour qu'il parte. Sur la base du fait que nous n'étions pas d'accord sur la gouvernance du pays. Et donc, lorsque Macky Sall s'installe, ce Macky Sall avec qui nous avons été dans le M23, d'ailleurs le mot M23 vient de lui-même, Macky Sall avec qui nous avons été dans Benno Siggil Sénégal et qui vient parler de gouvernance vertueuse, je leur avais même dit que c'est trop, on nous demande une gouvernance démocratique. C'est ce Macky Sall-là qui a la responsabilité de rendre légale cette convention, ou pas. Et il l'a rendue légale en signant les décrets. En plus, il y a du faux, puisqu'ils inventent PetroAsia. Ça, c'est très grave, c'est inacceptable. S'il y a du faux, pourquoi n'ont-ils pas alors fait une nouvelle convention avec PetroAsia, si c'est PetroAsia qui a la capacité financière? Voyez-vous, c'est un maquillage qui a été fait pour faire passer Petrotim. Parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, et on le sait, c'est parce que Franck Timis a recruté Aliou Sall. Il a même traité de facteur publiquement. C'est ça la réalité, maman. C'est ça les preuves. Et le principe de la continuité de l'État, vous avez été au cœur de l'État, vous avez été conseiller technique du Premier ministre de la République du Sénégal. Oui, il y a quand même la continuité de l'État, un contrat qui est déjà signé. Et alors, sous le régime précédent. Et Macky Sall, le contrat pour l'aéroport de Ndiassy n'a pas résilié ça? Le contrat Hydro-Québec avec la Sénélec, quand Wade est arrivé au pouvoir, il ne l'a pas résilié? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Si on arrive, on trouve une convention qui est manifestement illégale, qui viole l'article 8, les capacités techniques, vous savez, c'est pas moi qui les vérifie, c'est Petrosen. Il y a une commission d'évaluation, parce que c'est là où sont nos ingénieurs, à qui on a donné des ressources. La capacité financière, c'est le ministère des Finances. Voilà les institutions de la République, entre guillemets, c'est pas des institutions au sens de la Constitution, en tout cas les administrations, qui sont censées dire, ben tiens, Petrotim a la capacité technique, eh bien, Petrotim a la capacité financière, mais rien de tout cela. Rien de tout cela. Mais en vérité, c'est parce que Petrotim Franck Timis a été orienté vers ces blocs. Ces blocs étaient en négociation, justement, entre le gouvernement du Sénégal, Petrosen, et Tuloy. Qu'est-ce qui vous le fait dire qu'il a été orienté? Écoute, ce qui me fait dire ça, c'est simple. Tuloy négocie avec le gouvernement du Sénégal, Petrosen, les deux blocs.
de Saint-Louis offshore et de Kayar offshore. On leur aurait même demandé de payer des bonus de signature, ce qui est illégal. Ils négocient avec le gouvernement. Et les gens sont au courant qu'effectivement, là, c'est peut-être là où il y a les jackpots, parce que tout le monde le sent. Tout le monde sait que notre bassin sédimentaire... Qui, les gens qui étaient au courant? On a quand même entendu Pierre Goudiaby Atepa dire que c'est lui qui a introduit Franck Timis au Sénégal, qu'il a même présenté à M. Aliou Sall. Oui, mais tout ça, c'est pas important. Oui, mais si, c'est dans la chronologie des choses. Et c'est des faits qui dataient déjà de 2010, par là. Mais Franck Timis est là depuis longtemps, puisqu'il est dans Africa Petroleum. Ouais. Africa Petroleum avait Rufisque Offshore Profond, avait Casamance Offshore Profond, n'est-ce pas? Avait également Sangomar. Ils avaient un patrimoine ici important qu'on leur avait donné. Évidemment que c'est illégal. Évidemment. Moi, je n'ai jamais approuvé ça. C'est illégal. J'ai dit, Franck Timis n'aurait jamais dû rentrer au Sénégal. Jamais. Jamais. Mais Macky Sall, qui arrive au pouvoir sur la base de la gouvernance vertueuse, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette fin à ça. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est lui qui est entièrement responsable. C'est lui qui a signé les décrets. C'est lui qui a violé la Constitution. C'est une question de thèse. Lui, vous c'est pas une thèse. C'est pas une thèse. Lui vous récupérera. Il n'y a pas de thèse ou antithèse. Oui, allez-y. Il vous répliquera. Je l'ai fait en préservant les intérêts du Sénégal. Vous répondez quoi? C'est pas vrai. Au contraire. Il a piétiné les intérêts du Sénégal. Et je fais la démonstration. Voyez-vous, lui, Macky Sall, vous avez dit qu'il était DG de Petrosen. Très bien. Il aurait même géré, avant ça, la base de données de Petrosen. Il sait parfaitement que Petrotim n'est pas dans la base de données de Petrosen. Il le sait. Il sait que Petrotim n'a pas la capacité pour faire le travail. Ils inventent PetroAsia, créé le 6 mars 2012. C'est-à-dire une société mère qui est plus jeune que la société fille, entre guillemets. Ça, il le sait. Il le sait très bien. Et donc, quand il signe ce décret, 1 an plus tard, je ne parle même pas du rapport de l'inspection générale qu'il a commandité, qu'il ne veut pas lire, soi-disant. 1 an plus tard, il prolonge. Il dit qu'il ne l'a pas reçu. C'est encore plus grave. C'est service, pas lui. Moi, je trouve que c'est plus grave, parce qu'il est président de la République. On a entendu son conseiller en communication d'alors, M. El Hadj Hamidou Kassé, dire que le président n'a pas reçu ce rapport dont on parle. Ce rapport a été demandé par les services du président de la République. C'est clair, parce que c'est eux qui mettent en mission l'inspection générale d'État. Et l'inspection générale d'État fait un compte rendu régulier au président de la République sur l'avancée des travaux. Si le président n'a pas lu ou n'a pas eu reçu ou lu, ça veut dire qu'il est encore plus incompétent que je pense. C'est inacceptable. Ça, c'est plus grave. Parce qu'il est payé à 40 millions par jour, c'est pas pour dormir et aller voyager. Donc, je dis, 1 an plus tard, il avait les moyens de bloquer. Parce que Petrotim avait promis de dépenser, je crois, l'équivalent de 48 milliards de francs CFA sur les 2 blocs. Ils n'ont rien fait. D'après le rapport de présentation en 2013, ils ont peut-être dépensé 1 milliard de francs CFA. C'était l'occasion de se débarrasser de Petrotim. Si lui, il dit, avec la continuité de l'État, je ne veux pas de problème, je ne veux pas de contentieux devant les tribunaux, il aurait pu le faire en 2013, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait en 2014, lorsque là, Cosmos arrive dans le jeu. Cosmos dit, maintenant, moi, je veux intervenir dans les blocs de Saint-Louis et de Kayar, mais je ne veux pas traiter avec Petrotim, parce que c'est pas clair. Et donc, on lui invente Timis Corporation, et en moins de 40 jours, ça passe de Petrotim à Timis Corporation, et de Timis Corporation à Cosmos. Et ça, c'est approuvé par le gouvernement du Sénégal, par Macky Sall. C'est la raison pour laquelle je pense que Macky n'a pas défendu les intérêts du Sénégal. 1, il a violé la loi, l'article 8, en signant les décrets. Il l'a fait de manière délibérée, en toute connaissance de cause et en toute conscience. Et manifestement, en nous amenant Franck Timis dans ce pays-là, il n'a pas protégé le Sénégal. Il n'a pas amené Franck Timis au Sénégal. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? Qu'est-ce que vous appelez amener? Non, parce que vous avez entendu M. Pierre Goudiaby Atepa. Ce qui est important pour moi, c'est le Franck président. Timis, quand il est allé au Sénégal, il a rencontré des personnalités politiques et gouvernementales de ce pays avant l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall. On est d'accord dessus. Oui. Mais voyez-vous, il peut venir être dans des hôtels, tout ça, on ne lui interdit pas. Ce qui est important, quand je dis c'est lui qui l'a amené, c'est lui qui lui a donné le décret. Très bien. Sur Saint-Louis et Kayar. Le jury du dimanche reçoit le député Mamadou Lamine Diallo. Il est le président du parti Teki. Nous allons écouter justement quelques Sénégalais vous interpeller.
Est-ce que la lutte de Aar Li Ñu Bokk est une lutte légale, fraternelle? Est-ce que nous tous, ça concerne nous tous les populations, ou seulement c'est un combat politique? Parce que je vois que les politiciens font ce qu'ils veulent sur la population et ça, c'est pas normal. Ça doit être un combat de tous les citoyens, mais pas pour les politiciens, parce que les contrats de Petro-Tim nous concernent tous. À propos de Makhtar Kanté, qui s'est retiré sur le mouvement Aar Li Ñu Bokk, je voudrais savoir sa version, comment il juge en tout cas cet acte. Le premier à intervenir, est-ce que vous défendez vraiment les intérêts des Sénégalais dans ce combat que vous êtes en train de mener? Je pense. Je le fais depuis 3 ans. Au moins, vous pouvez le reconnaître. Et Salou Diop qui ajoute sur Facebook, ne risquez-vous pas de politiser davantage le dossier et d'empêcher la manifestation de la vérité? Voilà, répondez-vous. Nous cherchons la manifestation de la vérité. Vous m'avez interpellé tout à l'heure sur les preuves. Les preuves, ce sont les décrets illégaux signés par le président Macky Sall. Tout part de là. Tout part de là. C'est pourquoi d'ailleurs je me demande qu'est-ce que le procureur a allé ouvrir une enquête ou une information judiciaire. Il a les décrets, il a les rapports de l'inspection générale d'État. Ce qui lui reste, ce sont les transactions financières. Et pour ça, il n'a qu'à faire une circularisation auprès des banques. Il va le savoir. C'est une affaire qui est bouclée très rapidement. C'est pas à vous de dicter au procureur ce qu'il doit faire. Il est le maître de l'opportunité des poursuites. Oui, c'est ce qu'on dit, mais il rend la justice au nom du peuple. Et je fais partie du peuple. Je suis un représentant du peuple. Et vous allez répondre. Et donc, Aar Li Ñu Bokk, c'est une affaire de citoyens. C'est Macky Sall lui-même qui a fait le changement pour dire que les ressources pétrolières ou gazières appartiennent désormais au peuple. Avant, ça appartenait à l'État. Il y a une différence radicale. Je ne suis même pas sûr que Macky comprenne très bien la différence entre l'État et le peuple. C'est un changement radical. Je les ai toujours interpellés à l'Assemblée nationale en leur disant, mais quelles conséquences vous tirez de ça? Quand ça passe d'une appartenance à l'État à une appartenance au peuple. Donc ça appartient au peuple. Aar Li Ñu Bokk, c'est le peuple. Les politiciens, j'en suis pas un. Je suis un homme politique. J'ai des idées, j'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai écrit des ouvrages. Je sais où je veux aller. Je ne suis pas un politicien ou politicien, comme on dit, comme disent les rappeurs. J'entends être respecté. Je ne suis pas là, je ne suis pas un prédateur qui cherche à faire partie des 1% au Sénégal. Pas du tout. Pas du tout. Il faut que ça soit très clair. Aar Li Ñu Bokk, c'est une affaire citoyenne. C'est vrai qu'il y a des forces politiques qui en font partie. Notre force politique, CRD, par exemple, il y en a d'autres qui font partie de Aar Li Ñu Bokk, mais c'est véritablement une affaire citoyenne et nous y sommes en tant que citoyens. La radicalité de vos positions est interpellée par des compatriotes à vous comme une hostilité que vous nourrissez à l'encontre du président et de son frère, de sa famille. Oh non, j'ai pas d'hostilité personnelle. Franchement, j'ai même entendu dire que, en fait, je lui en veux parce que X, Y, Z. Pas du tout. Absolument pas. J'ai vraiment pas de problème personnel avec Macky Sall, ni Aliou Sall que je connais très peu, ni sa famille. Pas du tout. Au contraire, Macky Sall, nous l'avons reçu quand il a quitté Abdoulaye Wade. Il peut pas le nier. On l'a reçu à Isère, c'est nous qui l'avons introduit. À Benno Siggil Sénégal, je l'ai même défendu pour qu'il soit maire de Fatick contre le PS et l'AFP. Il ne veut pas le nier. Je n'ai absolument rien contre lui. La preuve, en 2012, quand j'étais élu député, je suis allé moi-même, dans Benno Bokk Yakaar, dans le groupe parlementaire. Sur quoi fondamentalement vous vous opposez à Macky Sall? Je vais vous le dire. Macky Sall, c'est un présidentialiste obscur. Je ne suis pas d'accord avec le présidentialisme. J'estime que c'est très grave pour l'Afrique. On a fait l'expérience du présidentialisme. C'est une catastrophe. Ça détruit notre capital social. Je le lui ai dit. Il a supprimé le poste de Premier ministre. C'est encore plus grave. Ça renforce le présidentialisme. Macky Sall, j'ai discuté avec lui. Comme ça, nous avons échangé. Dans Benno Siggil Sénégal. Mais avec des arguments sur la table. Des relations plus directes avec le gouvernement, avec les ministres, pour plus d'efficacité. C'est pas vrai. Pour plus d'efficacité. Ouais, Mahmoud Ibra Kane, quand même, Macky Sall, il ne peut pas dire qu'il va être plus efficace s'il n'a pas de Premier ministre. C'est pas vrai. Le Premier ministre, il coordonne l'action des ministres. Ça a toujours été comme ça. Depuis Abdou Diouf. Abdou Diouf avait supprimé ce poste. Oui, ils l'ont rétabli après. Pendant de longues années. Ils l'ont rétabli après. Le présidentialisme, le président Macky Sall, il ne peut pas. Il passe son temps à voyager.
il passe son temps à aller présenter des condoléances au nom de la République, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Comment voulez-vous qu'il soit capable de lire tout ce qui lui arrive, de pouvoir être en forme, donner des orientations, donner des instructions? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je le lui ai dit, c'est pas possible. En réalité, lui, il pense. En fait, il se pense Kagame, d'ailleurs. Je l'ai écrit dans mes Kesteki. Et Kagame, il a au moins une légitimité militaire. Avec les Tutsis, le général Park, il a une légitimité, il a gagné la guerre de Corée. Il ne peut pas le faire ici au Sénégal. Il ne peut pas être notre dictateur avec la claire. Une légitimité populaire. Il n'a aucune légitimité. Élu une première fois, ni historique, ni familiale. Il ne l'a pas. Il est arrivé au pouvoir dans un mouvement populaire historique contre le 3e mandat d'Abdoulaye Wade. C'est comme ça qu'il est élu. Vous n'avez pas été élu. Moi non plus. Mais oui, il a été élu. Je dis, vous parlez de légitimité populaire. Je ne parlais pas de l'égalité. Voilà. Vous parlez de légitimité. J'ai dit, il n'a pas la légitimité du général Park pour se prévaloir d'un dictateur éclairé au Sénégal. Il n'a pas cette culture pour être dictateur éclairé. Et donc, je dis, ce qui m'oppose à lui, c'est la nature de la gouvernance de ce pays. Ce n'est pas une histoire personnelle. C'est pas parce que moi j'ai envie qu'il me nomme X, Y ou Z. Il sait très bien que ce n'est pas ça. On n'est pas d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur les politiques publiques, sur comment il faut faire les politiques économiques, sur les nominations, etc. Moi je suis d'accord avec les assises nationales. Je pense qu'il faut appliquer les assises nationales. Mamoudou Ibrahim, quand même, vous allez me le reconnaître. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas une opposition personnelle. Il faut que ce soit très clair dans la tête des Sénégalais. Abarahman Agne Silla, pourquoi, M. Diallo, vous continuez vos manifestations même après la sortie du procureur de la République? Autrement dit, est-ce que vos manifestations ne sont-elles pas un manque de confiance dans la justice de notre pays? Ben oui, la justice de notre pays, quand même, on a vu comment on a traité Khalifa Sall. Hein. La justice de notre pays, elle est ce qu'elle est. On a vu le Conseil constitutionnel lors du parrainage, quand même. Le Conseil constitutionnel, qui est l'instance supérieure, a été obligé de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Que le Conseil constitutionnel a réussi à contrôler toutes les signatures. C'était écrit noir sur blanc et tout le monde sait que c'est impossible. Voyez-vous? Et ça, évidemment, nous, le peuple manifeste, et c'est un droit. C'est dans la Constitution, c'est des manifestations pacifiques. Nous ne cherchons à agresser personne. Nous ne cherchons à effrayer personne. Au contraire, c'est eux qui cherchent à nous effrayer, à nous faire peur. Pas du tout. Le peuple doit manifester, ça fait partie de la démocratie. C'est ça qui fait... Certaines de vos manifestations ont quand même été autorisées. Laquelle? L'avant-dernière a été autorisée, par exemple. La première n'a pas été autorisée. Oui. Celle d'hier non plus. Oui. Ça fait 2 sur 3. Entre les deux, il y a ça fait une qui a été autorisée. Ça fait 2 tiers. Oui. C'est beaucoup. Alors que toutes doivent être autorisées. C'est ce que dit la Constitution. Toutes les manifestations, elles sont pacifiques. Non seulement elles doivent être autorisées, mais en plus l'État, par la police, doit les encadrer. C'est ça la vigueur de la démocratie sénégalaise. Et c'est ça qu'il nous faut dans ce pays. Les gens ne sont pas contents. Il faut qu'ils manifestent. Ils vont manifester demain quand on va augmenter. Mais quand il y a une enquête déjà en cours, est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans le sens de... On ne va pas dormir en attendant l'appel à témoins, en attendant... D'ailleurs, vous savez, Abdoulaye est parti là-bas, ça m'a fait sourire. Et après, ce qu'il a dit, une partie est sortie dans la presse. Écoutez, franchement, il y a un problème. Et de toute façon, les actions juridiques... On est dans un monde ouvert. Hein? Les actions, en tout cas, les actions... rien cacher. Les actions vous réclamez la transparence. Absolument, il faut ça, c'est pas de la transparence, ça, parce qu'on est censé, quand on leur parle, à ce que ça reste entre eux. C'est ça. Très bien. Mais les actions juridiques vont continuer en Angleterre, hein, parce que nous voulons réparation. Elles vont continuer aux États-Unis également. Justement, est-ce que ce n'est pas intriguant qu'il n'y ait pas du tout de poursuites judiciaires ou d'informations judiciaires ouvertes en Angleterre et aux États-Unis par les justices de ces pays respectifs? Quand on sait que BP, Cosmos Energy sont cotés en bourse, quand on sait également l'attachement de ces États et de leur opinion publique aux questions liées à de la corruption présumée, ça ne vous intrigue pas, vous? Non, pas du tout. Je crois savoir qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Ah, bien sûr. Nous avons déposé plainte auprès des aux États-Unis depuis quelques années déjà, en Angleterre également, et c'est en cours. Vous savez qu'ils travaillent de manière... Je ne parle pas du fait de Sénégalais qui sont dans le droit, mais quand on dit BP en Angleterre aurait enrichi Franck Timis,
Cosmos, la même chose, et qu'on constate que les justices de ces pays ne bougent pas. Ça vient d'être ce n'est pas intriguant? Non, ça vient d'être révélé quand même. L'affaire de BP. La justice sénégalaise est allée plus vite alors? Peut-être, oui. Et c'est pas un point positif? Pour le Sénégal? La justice sénégalaise agisse avant. D'abord, elle aurait dû aller beaucoup plus vite, puisque depuis des années, on leur demande de regarder ce dossier. Depuis le rapport d'inspection générale d'État, le rapport de l'OFNAC sur Petrotim, il y a des demandes de commission parlementaire à l'Assemblée nationale sur Petrotim, il y a les lettres d'Abdoul Mbaye au procureur de la République. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Il a fallu que BBC vienne ici pour dire, écoutez, cette affaire-là, c'est du sérieux. Nous avons entre nos mains le contrat Franck Timis Aliou Sall, où on lui paye $25 000, 14 millions de francs CFA par mois pour faire quoi? Ensuite, il nous dit et ça c'est établi, que Timis Corporation a reçu $250 millions au mois de mai 2017. Et ensuite, il y a des royalties qui vont être payées à Franck Timis pour que la justice se bouge. Et donc les manifestations, elles vont continuer. Les manifestations, elles seront pacifiques parce que c'est le peuple à qui appartiennent les ressources. Et ce peuple a été spolié. Permettez que je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du dimanche sur iRadio et ITV. Votre plateforme à Lignoubok s'est rendue chez l'ancien président de la République il y a quelques jours. Dans la foulée, il a appelé le président Abdoulaye Wade, bien sûr, les militants de son parti à se joindre à la manifestation de vendredi qui a été finalement interdite. Pourquoi son implication est importante pour vous? Moi je n'en sais rien. Ça c'est ceux qui dirigent Arnibok. Moi je ne fais pas partie du comité d'initiative. Ils sont tout à fait libres. Moi je ne suis pas. Vous n'auriez pas rencontré le président Wade sur ce dossier? Si, je dois le rencontrer d'ailleurs pour parler de ça, pour parler du groupe parlementaire, etc. Puisque nous sommes ensemble dans le même groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais pour moi, c'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. En vérité, ce que vous voulez dire, c'est que c'est lui qui a signé le contrat avec Petrotim. Je pense que personne ne le nie. Mais celui qui rend légal ce contrat et qui avait les moyens de l'annuler et qui ne l'a pas fait, parce que son frère est impliqué là-dedans avec Franck Timis, c'est bien le président Macky Sall. Vous l'avez tout à fait compris, parce que je crois que l'aspiration aujourd'hui de vous, de tous les Sénégalais, c'est la manifestation de la justice. Les deux présidents, que justice soit faite. Les deux présidents, de la vérité, je voulais dire. Oui. Les deux présidents ayant eu à gérer ce dossier, l'actuel, Macky Sall, et son prédécesseur Abdoulaye Wade, sont protégés par ce qui est appelé en droit l'irresponsabilité juridique dans leur acte de gouvernance, à l'exception de ce qui relève de la haute trahison, qui n'est d'ailleurs pas clairement définie. Ils bénéficient dans ce cas de figure du privilège de juridiction et ne sont passibles que de la haute cour de justice. L'appel à témoins lancé par le procureur devrait-il ou ne devrait-il pas les concerner? En tout cas, moi ce que je pense, pour ce qui est de la haute trahison, vous dites que c'est pas bien défini. Mais au moins en France, on emprunte beaucoup à la jurisprudence française. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. En France, les juges ont l'habitude de dire que c'est un fourre-tout. Je fais allusion à cela. Oui, mais... Est-ce que l'appel à témoins devrait concerner les deux présidents? Mais l'appel à témoins concerne les témoins. Les témoins qui vont y aller, ils y vont, ils disent ce qu'ils pensent. Mais à mon avis, ce qui est clair, c'est que Mamoudou, haute trahison, c'est quand on viole la loi. Macky Sall l'a fait avec l'article 8. Ça, c'est indiscutable. Est-ce qu'il l'a fait de manière délibérée? Oui. Parce que PetroAsia a été ramené dans le dossier, créé le 6 mars, et Ali Ndiaye a écrit quelque chose de radicalement faux en prétendant que PetroAsia avait les capacités financières et techniques et une expérience avérée, ce qui est faux, ce qui est pas vrai, n'est-ce pas? En 2013, il a prolongé. Donc, délibéré. Ensuite, il a manqué à ses engagements de protéger le Sénégal contre Franck Timis. Ça, c'est Macky Sall, c'est pas Abdoulaye Wade. Oui, est-ce que le témoignage de l'ancien président ne pourrait-il pas être utile? Pourquoi pas? Je pense qu'il peut peut-être dire dans quelles conditions il a signé la convention avec Petrotim. Qu'est-ce qu'on lui a présenté comme dossier? Vous le dites sérieusement? Bien entendu, bien entendu. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux lui poser la question, mais parce que moi, je suis libre et indépendant. Je suis moi le seul ici qui peut dire à Abdoulaye Wade, je t'ai jamais demandé de poste, je t'ai jamais demandé d'argent, je t'ai jamais demandé une intervention. Clair, net et précis. Je ne fais pas partie des gens comme Macky Sall que Abdoulaye Wade a créé.
Mamoudi Ibra Kane. Le mot n'est pas fort. Je me suis fait tout seul, c'est lui qui l'a dit. Je me suis fait tout seul. Je me suis battu. J'ai fait l'école polytechnique de Paris, orphelin. Je ne suis pas comme Macky Sall. Je travaille dur. Et donc, si je suis devant Abdoulaye Wade, je peux lui poser la question. Voilà. Imam Kanté, c'est le deuxième intervenant tout à l'heure qui a quitté votre plateforme Aar-Li-Ñu Bokk. Votre commentaire? Je le respecte. Il me fait prier à la mosquée du Point-E, c'est mon imam. Donc moi, je ne peux rien dire sur mes imams. Il s'est engagé à Aar-Li-Ñu Bokk, je pense. Je crois, après, il a dit que lui, il estimait que peut-être la façon dont Aar fonctionnait ne lui convenait pas. Et donc, par la suite, je crois savoir, à partir du moment où, je pense, le Sir Al-Ussal a juré sur le Coran, lui, il estimait que, moi je ne suis pas du tout d'accord avec lui quand même si c'est mon imam. En République, on ne jure pas sur le Coran. En République, on ne jure pas sur le Coran. Parce que si vous allez devant le juge... République du Sénégal. Bien sûr, on parle du Sénégal. Ailleurs, on jure sur le Coran. On parle pas de la France. On jure sur la Bible ou la Torah. Ici, on ne jure pas sur le Coran. La question a été débattue aux assises nationales, cette question-là. Sur quoi est-ce qu'on ne devrait pas juger sur ou le Coran ou la Bible? Eh bien, la question n'a pas été tranchée au sein des assises nationales. Donc, pour l'instant, ici, on ne jure pas sur le Coran. À mon avis, le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation qui jure sur le Coran, c'est inacceptable. Dans la République. Il faut qu'il sache ce que c'est que la République. Mais il a quand même démissionné avant de jurer. La démission, est-ce que ce n'est pas un acte qui peut être important? Non, cette démission-là n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Vous savez pourquoi? Il n'aurait jamais dû être là-bas. Son frère a dit qu'il n'allait jamais le nommer par décret. Il l'a nommé par décret à la tête de la CDC. Donc pour moi, c'est un non-événement. Je répète, la République, c'est important. Le président de la République, à la Corité, quand il parle, c'est le président, l'institution qui parle. L'institution président n'a pas de frère. Il faut que les Sénégalais le comprennent. Et pourtant, dans le discours aussi de ceux qui luttent pour la manifestation de la vérité, on dit le petit frère du président de la République. Moi, je ne le dis pas. Moi, je ne le dis pas. Je parlerai du directeur général de la CDC. Je parlerai du maire de Guédiawaye. S'il démissionne de la mairie de Guédiawaye, là, ce serait un acte important. S'il démissionnait de la présidence de l'Association des maires du Sénégal, ce serait un acte important. Il doit le faire. Parce que s'il avait dit aux gens de Guédiawaye qu'il travaillait pour Franck Timis, personne n'aurait voté pour lui. Parce que quoi qu'on dise, le peuple sénégalais, lui, il est patriote. C'est son élite qui est patriote. On a quand même vu certains de ses partisans dire non, vous n'allez pas démissionner. C'était organisé de Ndiaga Ndiaye, on sait comment ça marche. Question suivante à Aliou Diassé. J'ai deux questions à poser. La première, est-ce qu'il a été au cœur de l'octroi des permis miniers au niveau de Kédougou pour ce qui concerne l'or? Est-ce que lui, en tant que citoyen, il détient un permis d'exploitation de l'or? Ma deuxième question, dans une de ses livres, il faisait même, je peux dire, même l'apologie de l'enrichissement structurel. Est-ce qu'il continue jusqu'à présent à croire à l'enrichissement structurel par rapport à l'évolution de notre pays? Est-ce que une politique d'enrichissement structurel est nécessaire? Est-ce qu'il y croit? Première question donc avant l'ajustement structurel. Ce fameux permis minier dont on parle, Mamadou Lamine Diallo, avez-vous, grâce à votre posture de conseiller technique du Premier ministre du Sénégal, à l'époque, il y a quelques années, c'était sous le régime socialiste, n'est-ce pas? Avez-vous été amené à aider votre épouse à disposer de ce permis minier? Mon épouse n'a pas de permis minier. C'est faux. C'est radicalement faux. Ce sont des contre-vérités. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, je le comprends. C'est des contre-feux pour m'orienter, comme disait l'autre, aller porter plainte contre X, Y, Z sur... contre-feu ou besoin de savoir au nom de la transparence? Non. Oui. Pétrole et gaz, contre-feu. Contre-feu contre Mamadou Lamine Diallo, contre-feu pour plutôt Abdoul Mbaye et Thierno Alassane. Vous savez, moi, j'ai jamais été président du Conseil général des mines. Ils le disent, je leur dis que c'est pas vrai. Allez regarder les textes. Donc, ils disent que j'ai donné tout l'or du Sénégal à ma femme. Mais c'est ridicule. Sabodala ne m'appartient pas. Mako est en train de produire.
Ça n'a pas de sens, c'est ridicule, c'est bête même, à la limite. Ni vous, ni votre épouse, vous n'avez jamais disposé d'un permis. IMC, moi, je n'ai pas d'intérêt dans l'or du Sénégal. Si Macky Sall en trouve, il n'a qu'à le prendre. La société IMC dont il parle, je la connais pas. International Mining Company. Non, okay. Non, je la connais pas. Ouais. C'est vrai, mais je sais pas même, je sais pas qui est dedans. Non, je suis pas dans l'or du Sénégal. Il faut que ça soit très clair. Ça ne m'intéresse même pas, pour vous dire. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, peut-être que j'ai mal écrit mon ouvrage, mais jamais fait l'apologie de l'ajustement structurel. Enfin, je suis surpris qu'ils disent ça, au contraire. Sur le permis minier, oui. Arrêtons-nous d'abord dessus, puisque vous êtes, vous dites que vous êtes un ingénieur des mines. Absolument. Oui. C'est une accusation qui peut être grave pour tout ce que vous avez dit. Pourquoi vous pensez que c'est juste un contre-feu? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin aussi de clarifier tout cela? Mais moi, j'ai déjà dit depuis très longtemps, quand cette affaire... Mais ça peut être votre parole contre celle des autres. Vous voulez que j'aille en justice? Je ne sais pas. Je ne le ferai pas, en tout cas maintenant. Parce que je sais que c'est leur stratégie. C'est très facile de les faire tomber, c'est évident. La société IMC ne m'appartient pas, je ne la connais pas. Ils disent que moi, cette société, mais c'est facile à vérifier. Donc moi, je ne connais pas IMC, Mamadi Brakat. Ce sont des histoires de cow-boys. Le permis de Madina également. Moi, quand j'ai regardé, après ces accusations-là, j'ai regardé dans le rapport ITIE, ça a été donné à Amar Holding ou Amar Consulting. Ça ne m'appartient pas. L'accusation consiste à dire Mamadou Lamine Diallo a usé de sa position pour octroyer un permis de recherche pour or à la société IMC qui serait contrôlée par son épouse. C'est faux. C'est faux. Mamadou Lamine Diallo ne peut pas octroyer de permis. Pour octroyer des permis il y a 20 ans, c'est le président de la République qui le fait par décret. Ok. Mamadou Lamine Diallo n'est pas président du Conseil général des mines. Mamadou Lamine Diallo ne connaît pas la société IMC. Bon sang, c'est radicalement faux. Si je vais en justice, je vais les battre. C'est évident. Allez-y alors. C'est moi qui détermine quand. C'est pas eux. C'est pas moi qui détermine quand. Vous allez le faire. C'est moi qui détermine quand je vais le faire. Mais de toute façon, c'est radicalement faux parce que ce qu'ils voulaient... Et vous allez le faire contre qui? Ceux qui l'ont dit. Ceux qui l'ont dit, forcément. Vous savez, j'ai déjà été en justice sur une affaire un peu pas loin et j'ai gagné d'ailleurs. J'avais contre-attaqué justement avec le DG du port, l'ancien DG qui m'avait amené en justice, qui disait que je l'avais diffamé parce que j'avais dit qu'il avait une ambition présidentielle. Donc, cette affaire-là, à mon avis, doit être dépassée. Mamadou Lamine Diallo ne connaît pas IMC. Mamadou Lamine Diallo n'est pas impliqué dans IMC. Rien du tout. Je n'ai pas d'intérêt dans l'or. Si Macky Sall trouve que j'ai de l'intérêt dans l'or, il n'a qu'à le prendre. Je ne suis pas dedans. Je suis dans le privé d'ailleurs, pour tout dire. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des ouvrages. Vous seriez un défenseur des politiques d'ajustement structurel? Je découvre ça. Je découvre. En 1996, quand j'ai écrit Les Africains sauveront-ils l'Afrique, c'est là-bas où j'ai effectivement montré quelles étaient les limites des politiques d'ajustement structurel. Donc c'est radicalement le contraire de ce que je pense. J'ai quitté la Banque mondiale, une des raisons. L'autre raison, c'est que je devais venir travailler ici pour aider mon pays qui devait faire face à la dévaluation du franc CFA. Et je connaissais un peu le calcul des taux de change effectifs réels. Et donc, moi, toute ma trajectoire économique, c'est de montrer que ça ne marche pas chez nous. Donc je ne vois pas comment il peut dire que moi je défends les politiques d'ajustement structurel. Mais il a peut-être mal compris. Je pense que ce qu'il veut dire par là, je disais que les politiques économiques de Macky Sall poursuivies depuis quelques années allaient aboutir à un ajustement des finances publiques, à un ajustement structurel qui ne dit pas ça. Quel est votre avis aujourd'hui? Oui, j'ai raison sur eux, j'ai raison sur ça. J'ai raison sur on est sous ajustement là? Absolument. Ah oui, qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce qu'il est en train de couper les dépenses publiques. Il ferme les consulats, il va fermer les agences, il va couper les dépenses publiques. Rationalisation? Non, c'est pas de la rationalisation. Il coupe les dépenses parce que les déficits sont trop importants. Il coupe les dépenses parce que les arriérés intérieurs sont trop importants. Moi, je les avais estimés fin 2018 à 1000 milliards de francs CFA. Certains me disent qu'on est à 1500 milliards de francs CFA. Et dans ces cas-là, c'est vraiment la tête de l'iceberg qu'on vise. Ce qui est en dessous, c'est encore beaucoup plus important. C'est ça que j'ai dit.
Donc je ne suis pas un défenseur, au contraire. J'ai dit à Amadou Ba, à l'Assemblée nationale, tout le monde est témoin, je lui dis continue à sortir des charités, parce que le jour où le prix du pétrole va augmenter, le prix du brut, pardon, à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une augmentation du prix du carburant de 80 francs sur le super et de 60 francs sur le gasoil. Votre commentaire, est-ce que ce n'est pas une décision qu'il faut nécessairement prendre compte tenu des explications qui ont été fournies, la hausse des cours du baril? J'en parle depuis au moins 2 ans. La politique économique de Macky Sall ne marche pas. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas nier ça. Ce sont des faits. C'est une politique basée sur des investissements politiciens cette fois-ci, dont le taux de rentabilité, dont le temps de retour n'est même pas estimé. Les 65 milliards des cités ministérielles, le centre Abdou Diouf, et j'en passe. Mais avant cela, quand on construit, on termine les travaux de AIBD. Il l'a fait trop tard. Quand on construit le TER, il a Touba et d'autres infrastructures. Vous savez, ce n'est pas des investissements nécessaires. Mamadou Ibra Kane, ce qu'il faut comprendre dans la politique économique des investissements, il y a un problème de rythme. C'est fondamental. Macky ne comprend pas ça, mais au moins je pense qu'au ministère des Finances, de l'économie, il y en a qui comprennent ça. Un problème de rythme. C'est par quoi on commence? Est-ce que ces investissements-là, leur rentabilité, c'est à court terme, 18 mois, ou moyen terme, 5 ans, long terme, 15, 20, 25 ans? Il faut que ce soit très clair dans votre tête. C'était pas clair dans votre tête. Mais c'est des infrastructures qui auraient dû être réalisées depuis très longtemps. Vous avez été conseiller d'un Premier ministre. Est-ce que le Sénégal n'a pas accusé un retard à rattraper dans ce domaine? Mamadou Lamine Diallo, en toute objectivité. En toute objectivité, vous savez, je vous ai dit, c'est un problème de rythme. Le problème des infrastructures se pose, bien entendu. Si vous voulez faire l'histoire de l'économie du Sénégal, on peut faire ça. Comment on est rentré en ajustement structurel dans les années 80 et comment on en est sorti avec le point d'achèvement vers 2005, 2006. Mais ça va nous prendre trop de temps et c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les investissements sont mal orientés au Sénégal. J'ai toujours critiqué ça. Vous auriez fait quoi? Qui ça, moi? Si j'étais à la place de Macky Sall, moi j'aurais d'abord appliqué les conclusions des assises nationales. Il faut régler le problème du capital social dans nos pays. Et l'Afrique parfait, le Sénégal émerge, se développe. Non, j'ai écrit un livre là-dessus quand même. Vous l'avez lu, vous m'avez interrogé là-dessus. C'est beaucoup plus précis. J'ai pris les secteurs, les filières, j'ai dit ce que j'en pense. Donc, vous ne pouvez pas me mettre en parenthèse comme ça. On me dit, n'est-ce pas? Donc, je vous dis, le capital social est fondamental. Ce sont les institutions solides et légitimes auxquelles les Sénégalais croient. Ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est important, c'est fondamental. La refondation des institutions, c'est une des conclusions majeures des assises nationales. J'y crois. Macky Sall ne croit pas à ça. Deuxièmement, en ce qui concerne les investissements, quand les Macky sont arrivés au pouvoir, moi je leur ai dit, il faut commencer par terminer Niass. Vous avez mis 300 millions d'euros à Niass, par là qu'il faut commencer. Le centre Abdou Diouf, c'est pas nécessaire. Justement, il y a une question de rythme et de priorité. Parce que c'est ça qui va influer après sur l'endettement de l'État, sur la capacité de l'État à payer ses dettes. Et quand on n'arrive pas à le faire, c'est ce qui est arrivé avec Macky Sall et son régime, il accumule des arriérés, c'est-à-dire qu'il doit 300 milliards à la Sénélec, je ne sais pas combien aux pétroliers, aux BTP, etc. Et aujourd'hui, il dit aux populations sénégalaises, vous allez vous serrer la ceinture pour payer. C'est ça l'ajustement. C'est ça l'ajustement structurel, c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un partisan de ça, c'est Macky Sall qui nous a amenés là-dedans. Loi de finances rectificative, vous êtes député justement, loi qui est votée ce dimanche. Il y a un déficit de recettes constaté par l'État de 100 milliards de francs CFA, mais aussi il y a eu la suppression du poste de Premier ministre, tout cela qui justifierait, plus maintenant des éléments exogènes. Est-ce que c'est une LFR qui se justifie à vos yeux? Techniquement, oui. Oui. Parce que de toute façon, le budget tel qu'il avait été présenté en 2018, pour 2019, les paramètres ne sont plus d'actualité. C'est évident. Oui. Et donc, il ne peut pas faire des virements, des crédits sur des montants aussi importants. Il ne s'empêche d'ailleurs pas de le faire, hein, Macky Sall. C'est lui-même qui décide des virements. Vous allez la voter? Jamais de la vie. Jamais. Pourquoi? Ah non, d'abord, c'est moi. Puisque techniquement, ça se justifie. Non, quand même, moi, c'est politiquement que j'interviens. Je ne vais pas cautionner la politique d'ajustement structurel de Macky Sall. Il en est responsable. Quand même, je les ai prévenus depuis des années. J'ai écrit, j'ai défendu mes positions à l'Assemblée nationale. Ça, quand même, c'est public.
Mais est-ce que ce n'est pas une démarche responsable quand on constate qu'il y a une masse salariale qui est pesante, un service de la dette qui est également pesant, un déficit de 100 milliards des recettes? Ça, c'est logique, non? Qu'est-ce qui est logique là-dedans? Qu'est-ce qui a créé ça? Pourquoi la masse salariale, elle est à ce niveau-là? Pourquoi la dette à ce niveau-là? Je vous renvoie à vos questions. Oui, c'est parce que je vous ai dit, la politique économique de Macky Sall n'est pas bonne. Et je ne le dis pas maintenant parce qu'on est arrivé face au mur, je l'ai dit il y a très longtemps. Est-ce qu'on est toujours dans les trous noirs de l'émergence? Avec Macky Sall, oui. C'est évident. Il n'est pas du tout vers l'émergence. L'émergence, c'est la croissance de la productivité. Et un taux de croissance qui est de la productivité. Entre 6 et 7%. Je parle de la productivité. Oui, d'accord. Mais un taux de croissance économique quand même, entre 6 et 7%. La croissance ici, dans nos pays, depuis la dévaluation du franc CFA, j'en ai fait la démonstration dans mon ouvrage Le Sénégal, un livre économique, mais avant ça dans des articles d'ailleurs, c'est de l'ordre de 5% s'il pleut et les prix du brut sont bas. C'est ça la réalité sénégalaise et c'est porté par quoi? Le BTP, le commerce, les télécoms, etc. Et ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Voilà la situation. Maintenant, si vous y rajoutez des investissements publics soutenus par la Chine ou la Turquie ou par un endettement massif, vous pouvez avoir un point de croissance. Mais ça, c'est tout à fait artificiel. J'en parle depuis 3 ans. Donc c'est Macky Sall qui est entièrement responsable. Il n'a pas d'abord coupé ses fonds politiques de plus de 8 milliards de francs CFA quand même, qui ne servent à rien du tout, sauf à alimenter une clientèle. Et donc, je ne voterai pas cette LFR en procédure d'urgence encore. Je m'oppose à ça. J'estime que la politique économique de Macky Sall elle est catastrophique et c'est pas ce qu'il a dit aux populations sénégalaises pendant l'élection présidentielle. Jamais il leur a dit, moi Macky Sall, je travaille avec Franck Timis, jamais il leur a dit je vais supprimer le poste de Premier ministre, jamais il leur a dit je vais augmenter les prix après si vous me disiez. Ma dernière question c'est en 10 secondes. Le pétrole, cette affaire qui a été révélée par BBC, pour certains, oui, bien sûr, on en parle depuis des années, mais je parle de cette dernière affaire. Pour certains, du pain béni pour vous qui êtes opposé au dialogue national. Pain béni, j'en sais rien, moi, c'est de l'ordre du subjectif. Ce qui est clair, moi je ne suis pas d'accord pour le dialogue national. J'estime que je n'ai rien à dialoguer avec Macky Sall, qui nous méprise, qui nous a traités de nullards, qui a dit qu'il va casser l'opposition, il va rendre l'opposition, comme il dit, je vais la réduire à sa plus simple expression. Voilà quelqu'un qui nous dit, moi j'ai trouvé la solution des problèmes du Sénégal avec mon PSE, taisez-vous, restez derrière moi, je fais ce que je veux. Ce monsieur-là, on ne peut pas dialoguer avec lui. Il convoque 700 personnes dans une grande salle, chacun parle, il tire la synthèse. Même avec la caution Famara Ibrahima Sagna. Famara, c'est mon oncle, je respecte beaucoup. Famara, je me demande pourquoi il est rentré là-dedans. Le dialogue national ne sert à rien. Et en fait, c'est pourquoi il le fait. Le fonds lui a dit, il faut que tu aies un consensus monétaire international. Oui. Il faut que vous ayez un consensus social pour les réformes. Et c'est ça qu'il veut, à travers le dialogue national. Il veut que l'opposition, ou une partie de l'opposition, le soutienne dans ces attaques qu'il va faire à l'approche des Sénégalais. Pourquoi vous dites toujours FMI, Banque mondiale? C'est la réalité. D'ailleurs, eux... Parce qu'il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est moi. Ah oui? Oui, l'alternative, c'est moi. J'en parle depuis les années 90. Ici au Sénégal et ailleurs. Vous êtes contre le FMI, contre la Banque mondiale? Ça veut dire quoi être contre? Non, je pose la question. Non, c'est pas être contre, c'est pas subjectif. C'est leur politique. Absolument. Vous êtes contre? Ah, bien entendu. Vous ne mais je l'ai dit depuis les 90. auriez pas appliqués? Depuis 90, Très bien. Merci Mamadou Lamine Diallo. Il faut bien que cette émission se termine.